Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Parlons de livres, plateforme destinée à promouvoir la lecture. Nous souhaitons sur cette plateforme inciter un plus grand nombre de personnes à s'intéresser à la lecture. La lecture a tellement de bienfaits. La lecture stimule le cerveau. La lecture accroît nos connaissances. Le savoir est une arme. La lecture accroît la concentration. La lecture développe l'esprit critique et les capacités d'analyse. La lecture, simplement, nous aide à améliorer notre vocabulaire. Et aussi, la lecture est un bon divertissement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis donc Julie Théa. Bienvenue sur Parlons de livres. Ici, nous explorons le monde de la littérature en faisant des rencontres et des échanges à travers ceux et celles qui la font vivre. Si vous aimez les livres et les belles histoires, n'hésitez pas, commencez par appuyer sur la touche « Abonnez-vous ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui va nous faire un témoignage sur son parcours exceptionnel. Il a été ambassadeur du Mali à Alger, puis à New York, secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous allez lire, je n'en dis pas plus. Bonjour, monsieur Cheikh Sibi Diarra. Bonjour, bonjour. Écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur Parlons des livres, en lisant votre livre, avec le parcours exceptionnel que vous avez, mais je me suis délectée. Alors, avant donc de parler de résilience, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous présenter aux personnes qui nous regardent, qui est mieux placé que soi-même pour se présenter. Merci d'abord de me recevoir et merci à votre audience. Je suis Cheikh Sidi Diarra. Je suis ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de la République du Mali. J'ai assumé les fonctions d'ambassadeur du Mali en Algérie de 1993 à 2003. Ensuite, celle d'ambassadeur représentant permanent de la République du Mali auprès des Nations Unies à New York de 2003 à 2007. En 2007, j'ai basculé du côté du secrétariat pour être dans l'équipe du secrétaire général Ban Ki-moon en ma qualité de secrétaire général adjoint, chargé des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, des petits États insulaires en développement et conseiller spécial pour les questions africaines. Ça a été de 2007 à 2012. Après, je suis revenu au Mali pour être un critique de la situation politique nationale, mais nous en parlerons. On va commencer par votre enfance. Je l'ai trouvée singulière parce que quand même, vous êtes devenu un exilé par ricochet, si je peux dire. Alors, parlez-nous-en un petit peu. Mon histoire remonte à la période qui précède juste les indépendances, donc les années 60. Mon père était commis d'administration de l'administration coloniale, puis il a voulu entrer en politique dans notre région d'origine, qui est la région du Sébou, au centre du Mali. Et il a créé son organisation politique qui a été bannie par l'autorité de ce moment-là parce qu'il était estimé être un opposant au régime qui assurait la transition de la communauté française vers l'indépendance de la République du Mali. Et son parti ayant été interdit, et lui étant allé au-delà de l'interdiction pour continuer ses activités politiques, a donc été arrêté, incarcéré, jugé et déporté, et banni, déporté dans le grand nord du Mali, à Kidal, avec son jeune frère. Et moi qui avais 5 ans à l'époque, j'ai dû suivre mon père dans cette péripéties à Kidal et à travers le Mali. Donc, j'ai passé 7 années de ma vie à Kidal, dans le grand désert du Mali, et j'ai commencé ma scolarité à Kidal. Et il a fallu la survenue d'un coup d'État en 1968 pour que mon père puisse libérer de sa détention et qu'il puisse regagner notre région d'origine. Donc, ça, c'est ma petite histoire. Nous avons suivi des exactions, la persécution. Nous avons vu notre domicile familial incendié avec des animaux à l'intérieur, des enfants en bas âge, dont j'étais. Et nous avons survécu grâce justement à
la promptitude des adultes à sortir les enfants de la conception familiale. C'était très dur, c'était une histoire assez marginale parce que ça se situait à l'intérieur du pays, contrairement aux autres grandes histoires qui s'est passées dans la capitale. Alors, une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai rappelé cette partie de l'histoire de mon pays et de ma famille, c'est justement pour éviter l'oubli dans le pays concernant notre passé douloureux et trouver un moyen de faire de la catharsis autour de cela. Exact. Parce que vous avez donc quitté votre maman, hein, si on peut dire. On s'est dit, oh là là, 5 ans, tout seul, se retrouver avec le papa. Mais on comprend après, parce que vous dites, parce que c'est possible, on s'est dit, c'est traumatisant, hein, un gosse de 5 ans, être séparé de sa maman, aller vivre avec le papa à Kidal. Mais en fait, on comprend parce que vous le dites, à la page 33, vous dites, c'est une tradition chez les Bamanans. Aucune génitrice ne peut prétendre élever son propre enfant. Dès le sevrage, l'enfant est confié à la garde d'une autre femme de la concession familiale. Il arrive que jusqu'à l'âge adulte, l'enfant ne sache pas que la femme qu'il a élevée n'est pas sa vraie mère. Pourtant, sa génitrice réside bien souvent dans la même concession. En lisant ça, on comprend effectivement c'est faisable. Vous êtes parti à l'âge de 5 ans, vivre avec votre papa, loin de votre maman, et vous l'avez retrouvé quand vous aviez, enfin, 7 ans plus tard. C'est ça, 7 ans plus tard. On est revenu en 1970. C'est en ce moment que j'ai connu ma mère biologique. Mais ça a mis du temps pour qu'on se réadapte l'un à l'autre parce que j'étais plus habitué aux autres épouses de mon père qui faisaient la navette et surtout à celle à qui j'avais été confié et qui s'appelait Bambi. Elle s'appelle Mariam Gara, mais son petit nom c'était Bambi. Euh, ou Ma chez nous, ça veut dire maman. Donc, c'est comme ça que nous avons été élevés. Ma mère ne nous a pas suivis parce qu'elle était fonctionnaire des services de santé et elle devait garder son poste à Sénou. Le Soudan français, Oui. c'était le Mali à l'époque ou le nord du Mali? Non, le Soudan français, c'était le territoire malien dans son ensemble. Et le Soudan français, à un moment donné, a rallié le Sénégal pour constituer la Fédération du Mali. Et donc, c'est à l'éclatement de la fédération que la République du Mali est devenue indépendante sous l'appellation République du Mali. Sinon, le Soudan français désignait le territoire actuel du Mali, de la République du Mali, dans son intégralité. D'accord. Le problème avec la région du Nord, les Touaregs, à quand remontent les revendications Touaregs? Parce que vous parlez d'un organisme, l'OCRS. L'OCRS, l'OCRS est une des faces du problème des Touaregs, mais ce n'est pas une création des Touaregs. L'OCRS est une création de la République française pendant la période de la communauté française. Donc, la France avait décidé de créer une zone tampon comprenant une partie de l'Algérie, le sud algérien, le nord du Mali, le Niger, une partie du Niger, une partie du Tchad probablement, pour assurer l'approvisionnement en énergie, en source d'énergie. Les jeunes États allaient accéder à l'indépendance. Mais l'OCRS a été contesté par les nouveaux États indépendants, notamment par le Maroc qui a accédé à l'indépendance avant nous autres, et par la Tunisie. Et ensuite, quand le Mali aussi a accédé à l'indépendance, le Mali a contesté l'existence de l'OCRS. Parce que la conséquence de l'OCRS, c'était de créer une zone ayant un statut particulier à l'intérieur d'États indépendants. Donc, ça aurait donné peut-être des privilèges aux habitants de cette région, mais ça aurait surtout permis à la France d'extraire les ressources naturelles, notamment les ressources énergétiques, le pétrole, le gaz algérien et l'uranium nigérien, à son propre profit, même après les indépendances de ces États. Mais le projet a été abandonné suite à de nombreuses critiques, à une levée de boucliers sérieuse en 1963. Donc le problème Touareg, d'aucuns le situent à cette époque-là. La France leur aurait promis de les détacher de la partie saharienne de l'Afrique. Mais d'autres disent que ça remonte à plus loin, en 1954, quand l'Algérie a commencé sa guerre de libération contre la France. Et les Touaregs auraient pris conscience qu'il fallait aussi s'émanciper. Mais en tout état de cause, l'indépendance n'a jamais été accordée aux Touaregs, même pas l'autonomie. Une sorte de décentralisation a été convenue avec l'État central jusqu'à ce que des rébellions
soient venus contester. La première rébellion remonte en 1962. Ensuite, les autres qui se sont succédés remontent à 90, 96, 2006 et puis 2012, la plus récente fois. Mhm. En vous lisant, effectivement, ça, je n'ai fait que revoir. Je me dis, mais je comprends pourquoi cette région du nord du Mali est si problématique, hein. Avec ce qu'il y a dans le sous-sol aussi, il y a quand même, c'est l'une des, c'est l'une des raisons majeures, mais plus ou moins, hein, on s'en rend compte. À la page 40, à un moment, vous dites, la résolution de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA en 1964 au Caire prescrit à tous les États africains le respect et le maintien du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, vous savez, pour le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin de 1885, les puissances coloniales se sont retrouvées pour prendre la carte de l'Afrique et la disséquer en mettant une règle dessus, en découpant les territoires. Et l'implication ou les implications de cela, c'est que des communautés identiques se sont retrouvées de part et d'autre des frontières. Et souvent, certaines communautés qui n'ont rien à voir les unes avec les autres se sont retrouvées dans un même pays. Donc, il y a des réclamations identitaires, mais il y a aussi des prétentions de certains pays comme quoi ils ont dû renoncer à une partie de leur territoire à cause des populations qui sont similaires aux leurs. Alors, l'Afrique, l'OIA à l'époque, en 1964, a décidé que pour éviter une multitude de conflits, parce que ça va être une boîte de Pandore, une multitude de conflits entre États africains, et pour éviter de déstabiliser davantage l'Afrique, il est particulièrement important de respecter les frontières héritées de la colonisation et de ne pas les contester. Parce que dès que la contestation commence, ça ne s'arrêtera plus parce que tous les pays ont été victimes du découpage à la règle par les puissances coloniales. Donc, ça ne respectait ni la frontière naturelle, ni la frontière sociologique, ni la frontière économique des États. Donc, il fallait s'en tenir à ça en attendant que, de façon consensuelle et sur le plan bilatéral, les États conviennent entre eux de modifier la configuration des frontières. C'est cela que ça veut dire. Ah oui. Alors, en mars 1989, vous devenez un Yankee. Oui, c'était le rêve d'en bas, ça. Belle expérience, belle expérience. Entre-temps, vous allez en Alger, en diplomatie également, avant de revenir en tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est Alors, ça. avec toutes ces missions, hein, quelle est, avec du recul, dans cette Oui. mission de secrétaire général adjoint des Nations Unies, qu'est-ce que, s'il fallait revenir en arrière, qu'est-ce que vous aurez à refaire ou pas? J'avoue que j'étais très honoré d'avoir été choisi à ma modeste personne, venant de là où je viens, de Kidal, du sable de Kidal, pour me voir confier le sort de 95 pays parmi les plus vulnérables de la planète, dans le cadre de leur gestion euh, socio-économique par le système des Nations Unies. C'était un grand honneur pour moi. Et ça m'a permis de sillonner beaucoup de continents, pas tous les continents, beaucoup de continents, de l'Australie à l'Asie, de l'Asie aux Amériques, à l'Europe, soit pour faire le plaidoyer, soit pour promouvoir des idées. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais refait, c'est de renforcer le rôle de conseiller spécial du secrétaire général pour l'Afrique. Parce que c'est un rôle que j'ai pris subsidiairement à mon rôle de haut représentant pour les pays les moins avancés, les petits États insulaires et les pays traditionnels. Et ma présence à, à cette fonction de conseiller spécial a été très mal prise par les pays africains représentés aux Nations Unies, parce qu'ils estimaient qu'on était en train de diluer, n'est-ce pas, la grandeur des défis africains dans le sort des pays les plus vulnérables. Ils auraient aimé préserver leur identité propre. Et pour ça, ils n'ont pas du tout apprécié le fait d'avoir cumulé les fonctions de haut représentant et celles des conseillers spéciaux. Donc,
c'était un honneur de représenter les autres catégories de pays, mais représenter l'Afrique aurait été un plus grand honneur encore. Et je regrette d'avoir fait la chose de la manière dont ça a été fait, mais ce n'était pas mon fait, c'était le choix de ceux qui m'ont recruté. Exact. Ouais. J'ai réfléchi à ça, je me dis, oh là là, à votre place, j'aurais été, parce que c'est vrai que les Africains, quelque part, vous êtes embauché par quelqu'un d'autre et qu'il faille défendre la cause des Africains en premier, c'était assez délicat. Voilà, voilà. À un moment, quand la crise du Mali éclate quand même, vous êtes en réunion et vous insistez auprès du secrétaire général, vous lui demandez d'appeler 3 personnes. Je me suis demandé pourquoi. Pour un cessez-le-feu, hein, vous demandez pour le cessez-le-feu quand le début de la crise malienne éclate en 2012, vous lui demandez au secrétaire général de l'ONU, M. Kimoun, hein, de parler au président algérien, à l'émirat du Qatar et au président français, à ces trois-là. Bon, il vous a écouté apparemment. Et puis, pourquoi forcément ces Il a trois? agi. Parce que Il a l'Algérie, agi. il a agi. Il a Il a agi. agi. Cette fois-là, d'abord, la crise de 2012 est venue un peu comme une conséquence de la crise libyenne et de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et c'était une intervention qui était chapeautée par trois chefs d'État et de gouvernement, le président américain, le président français et le premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, à l'époque. Donc, et comme la crise au Sahel, en particulier au nord du Mali, était perçue comme une des résultantes de la dispersion des moyens militaires énormes dont disposait la Libye et du fait du retour des rebelles Touaregs de la Libye qui étaient exilés là-bas. Donc, ça faisait que la France avait un rôle important à jouer. Le deuxième, c'était l'Algérie. L'Algérie a toujours été une sorte de médiateur dans les crises maliennes et elle a toujours dirigé les négociations, facilité les négociations entre les groupes rebelles et le gouvernement central à la République du Mali. Et le Qatar, parce que le Qatar est très influent sur les différents mouvements à travers le Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord, en Afrique. Ils ont vraiment un prix sur ce mouvement-là. Donc, moi, j'ai estimé que pour avoir une cessation des hostilités la plus diligente possible, il fallait appeler ce point-là qui, par un seul coup de téléphone, pouvait faire arrêter les hostilités. Donc, et là, en le faisant, je me suis départi de mon obligation de réserve en vertu de la charte qui dit que tout fonctionnaire international cesse d'être un représentant de son pays. Mais comme j'ai vu que les territoires du Mali étaient conquis à une vitesse stratosphérique, et nous avions perdu tout le nord et ils étaient en train de descendre jusqu'à Konna, jusqu'à Douanza, ça c'est vers Mopti. Il fallait les arrêter pour ces côtes. Et à nous seuls, on ne pouvait pas le faire. Et à ma grande surprise, le secrétaire général a appelé. Il a parlé à ceux à qui il pouvait parler. Bon, ils ont tous fait montre d'humilité en disant qu'ils ne sont pas certains de pouvoir avoir des expériences certaines précédentes, mais qu'ils vont essayer. Et quelque temps après, il y a eu une cessation unilatérale des hostilités de la part des rebelles. Sans que le gouvernement central du Mali soit mêlé à cela. Ils ont arrêté leur avancée, ils ont déclaré une cessation des hostilités. Alors, est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Ça, je ne peux pas le dire parce que ce serait une prétention de ma part, mais j'étais bien heureux que les hostilités aient cessé exactement au moment où elles ont cessé. Parce que nous avions vraiment des craintes pour le Mali. Parce qu'au moment où je disais ça, quelques 2 mois après, j'étais de retour au pays parce que ma fonction était finie aux Nations Unies. Donc, pendant que les gens là faisaient leur descente vers le Mali, moi, j'étais encore ici. Donc, ils s'étaient arrêtés, mais ils pouvaient reprendre leur marche à tout moment. Donc, j'ai vécu intensement cela au siège des Nations Unies, mais je l'ai vécu aussi intensement au niveau du Mali, où je suis revenu avec toute ma famille, y compris les enfants. Ah là là, quel parcours! Mais vous nous informez de tellement de choses, déjà comment ça fonctionne à l'intérieur des Nations Unies, le rôle que vous aviez, vous étiez au four et au moulin, un peu partout. On s'est dit, mais quelle énergie!
Comment vous avez fait pour gérer tout ça? Vous étiez par-ci, par-là, mais c'est un parcours exceptionnel. Dommage qu'en rentrant au pays, vraiment, ils n'ont pas été à la hauteur voilà, vous avez plus ou moins été oubliés, quoi. Oui. C'est dommage avec les pays africains de ne pas vraiment reconnaître leur, si on peut dire, parce que vous avez représenté le Mali à l'extérieur. Quand on parlait du secrétaire général adjoint des Nations Unies, on savait quand même que c'était un Malien. Le rôle de la gestion étant à l'ONU, parce que vous savez, l'ONU est assez critiquée aussi, hein. L'ONU est assez critiquée. J'ai mis, de par votre expérience, quel regard portez-vous aujourd'hui sur leur rôle dans la gestion des crises internationales, notamment au Sahel? On commence par le Sahel, au Mali, là-bas où vous êtes. L'ONU devrait être Euh, mieux ou voilà. non, l'ONU est composée de plusieurs démembrements. Euh, le démembrement celui qui est le plus mis en exergue, c'est le département de paix et sécurité, dont le porte-flambeau est le Conseil de sécurité des Nations Unies, composé de 15 États membres, dont 5 sont permanents. C'est les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, plus la Chine, et 10 autres qui sont renouvelés tous les 2 ans. Donc, c'est cet organe-là qui décrète la guerre et la paix dans le monde. En général, il décrète la paix, et quand il n'arrive pas à avoir la paix, il déploie des missions d'interposition, ou même des missions offensives. Souvent, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a aussi un volet politique au travail des Nations Unies qui est incarné par le département des affaires politiques, qui est supposé chercher des solutions politiques une fois que les hostilités s'arrêtent dans un pays ou dans une région. Voilà les 2 organes qui sont les plus décriés aujourd'hui du système des Nations Unies, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence. Et ce n'est pas la faute des organes, c'est la faute des animateurs des organes. Le premier animateur, c'est les États membres du Conseil de sécurité. Depuis la guerre des Balkans, en 1999, euh, certains pays ont multiplié par 4 le nombre de vétos qu'ils emploient contre l'autre camp, qui est le camp adverse. Donc, il n'y a plus jamais d'entente entre les 2 camps qui se regardent en chien de faïence quand il s'agit de ramener la paix et la sécurité. Soit parce que les pays concernés sont sous la protection ou sous l'aile de l'un des camps. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les pays se neutralisent. Et dès qu'il y a un veto qui est émis, les Nations Unies sont neutralisées. Donc, ça, c'est un des grands problèmes. Le deuxième grand problème, c'est quand les Nations Unies déploient des missions qu'ils appellent les opérations de maintien de la paix sur le terrain. Ce pas des opérations qui ont un rôle offensif. Ils sont d'abord chargés d'assurer la protection des populations civiles. Ensuite, ils sont supposés se protéger eux-mêmes contre les menaces extérieures. Mais ils ne vont pas sur le terrain pour être offensifs contre une rébellion ou un groupe armé. Donc, ça fait que les populations qui reçoivent ces missions-là ont souvent le sentiment que ces missions sont inutiles. Elles sont là juste pour paraître bien et donner bonne conscience à ceux qui les envoient. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les missions sont très contestées. Et ça a été le cas de l'aménagement au Mali. Parce qu'il y a un volet humanitaire sur lequel les gens ne mettent pas beaucoup l'accent. Et ça, c'est important. Donc, il y a les compartiments qui marchent le plus, ce sont les compartiments qui ont trait aux affaires socio-économiques, aux affaires humanitaires. Et là, les effets sont perçus. Les interventions de l'UNICEF, par exemple, ça relève des Nations Unies. Et le Haut Commissariat pour les réfugiés, ça relève des Nations Unies. Et voilà des organisations dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont une fonction extraordinairement importante, surtout pour des populations en détresse. Donc, il va falloir revoir surtout la partie paix et sécurité des Nations Unies pour redorer l'image de l'organisation et lui donner de nouvelles fonctionnalités qui soient de façon consensuelle acceptées par tous. Voilà. Et en ce qui concerne l'aide au développement, parce qu'on Oui. en parle souvent, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est vraiment, il y a derrière cette idée, ce sentiment d'altruisme en disant on va aider les pays en voie de développement, voilà, sans rien attendre en retour. L'aide au développement est assez perçue de façon différente selon les pays. Euh,
les différentes conférences, celle de Monterrey au Mexique de 2002, et les différentes conférences, par exemple, celle que j'ai pilotée personnellement avec mon équipe, la quatrième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, les partenaires au développement s'engagent à mettre un certain pourcentage de leurs ressources financières à la disposition des programmes de développement des pays en développement, en particulier les pays vulnérables. Normalement, c'est 0,7% du PNB, du produit national brut des pays développés. En réalité, l'aide au développement doit être simplement un starter. C'est une première mise ou un appoint que les pays développés ou les pays émergents apportent à nos pays pour compléter l'effort national que nous-mêmes nous fournissons. Nous sommes supposés fournir pour nous prendre en charge. L'aide au développement est rarement honorée à 100%. Et souvent, certains pays mettent des conditionnalités liées à la gouvernance politique, économique, à la transparence, au respect des droits humains. Ça, c'est les partenaires traditionnels, les pays membres de l'OCDE en général, qui sont très regardants sur la gouvernance. Et il y a les pays émergents qui mettent moins de conditions de ce genre-là, qui exigent peu de gouvernance, peu de... Ils ne contrôlent pas, ils laissent à la souveraineté de l'État le soin de gérer les affaires intérieures. Mais par contre, les conditions commerciales sont faites souvent pour créer une influence certaine des pays donateurs sur les pays qui reçoivent. Donc, une aide qui ne fait pas pour l'ensemble des pays qui reçoivent, qui ne fait pas 0,7% du produit intérieur brut, est en fait une goutte d'eau dans un océan de besoins que nos pays ont. Mais c'est une façon d'exprimer la solidarité. Mais l'aide la plus utile, c'est l'aide humanitaire. C'est celle qui vient quand on est dans le désarroi total. Elle vient souvent sous la forme d'aide alimentaire et nutritionnelle et de plus en plus, en raison des changements climatiques, sous la forme d'assistance à la réalisation d'infrastructures solides qui résistent au changement climatique. Donc, c'est utile. Ça dénote de l'intérêt que les pays portent à nos pays, mais il ne faut pas nous fonder là-dessus pour espérer assurer notre développement. Moi, je préfère mieux les investissements directs étrangers, qui sont des capitaux privés, qui viennent pour faire des dividendes et réaliser des bénéfices, déjà à l'arrivée, et ils vous le disent. Quand ce n'est pas stable juridiquement, ils n'investissent pas. Et il faut simplement que ce soit profitable aux deux parties, c'est-à-dire le pays qui reçoit les investissements et la multinationale ou la société étrangère qui investit. Donc ça, ce n'est pas mauvais. Mais l'aide au développement, il ne faut pas miser là-dessus pour se développer. C'est juste un appoint. Mhm. Mhm. Pour revenir à la situation du Mali, à un moment quand Oui, la crise était au point culminant, hein, on sait que c'était le 12 juillet, vous l'avez dit dans le livre, le 12 juillet 2020, la crise au Mali avait atteint son point culminant. Alors, vous dites il y a une tradition, mais c'est même pas vous qui le dites, on remarque que dans des pays comme le Sénégal, le Mali, il y a des chefs religieux hein, de toute obédience, hein, religieux musulmans, chrétiens, et vous parlez des djélis également, les djélis, l'équivalent des griots au Sénégal, hein, oui, qui, c'est ça. je voyais aux informations, qui essayaient de jouer un rôle pour apaiser et prévenir justement les débordements, mais dans le cas du Mali, on a l'impression qu'ils ont échoué en fait. Pourquoi? Euh, le Djeli est une tradition très ancienne au Mali qui remonte à la période de l'Empire du Manding. C'est une caste qui, qui assure la transmission du savoir et des valeurs d'une génération à l'autre sur plusieurs générations, sinon sur plus d'un millénaire. Djeli, dans le sens littéral, ça veut dire le sang qui circule dans le corps. Donc, le Djeli avait ce rôle d'animer la société et d'être un lien qui nourrit la société, qui contribue à apaiser les tensions entre les différentes couches de la société et qui racontait la légende et la bravoure des chefs guerriers. Mais le rôle du Djeli est devenu beaucoup plus mercantile aujourd'hui. Ça fait qu'ils ont beaucoup moins d'impact
sur la stabilisation de la société, la pacification des conflits. Donc, c'est ce qui a fait que quand la crise a éclaté entre l'opposition et la majorité, les djihadistes se sont mêlés. À l'instar des Sinankou. Les Sinankou aussi, je peux en parler un tout petit peu. Ils se sont mêlés aux autorités traditionnelles, aux autorités religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, pour vouloir apaiser le champ. Mais malheureusement, elles n'ont pas réussi parce que les hommes politiques s'étaient attelés à diviser même ces groupes sociaux qui avaient un rôle de médiation. Les hommes politiques les ont utilisés. Souvent, ils les ont scindés en petits groupes pour s'accaparer un peu de leur façon de fonctionner. Et ça fait qu'ils n'ont pas eu d'incidence majeure sur la crise. Au contraire, ils se sont discrédités pour une fois dans l'histoire du Mali. Et ça fait que leur rôle a été réduit. Les Sinankuya aussi, c'est le cousinage à plaisanterie. C'est un autre groupe, mais ce sont des patronymes qui sont des cousins à plaisanterie. Ils se connaissent entre eux. En général, quand il y a des tensions, ils font sous forme de blagues pour apaiser les crises. Là aussi, ça n'a pas marché cette fois-ci. Les religieux, les autorités traditionnelles, rien de tout cela n'a marché. Hmm. Elle est là. Que de tribulations dans, Oui. dans votre vie personnelle, professionnelle. Et vraiment, on passe là-dedans. Le récit est tellement captivant. Vraiment, on revoit Merci beaucoup. votre vie. Vous avez réussi vraiment à vous ouvrir depuis l'enfance jusqu'à vos missions, jusqu'au retour au pays. Après, vous avez annoncé la retraite, tout ça. Et en page 307, vous savez, il y a un pincement quand même au cœur. Je crois vous écrivez quelque chose. Il y a une lettre que vous écrivez, un mot que vous dites à l'occasion du Nouvel An, je ne sais pas quoi. Elle est très émouvante. Voilà, cette note est Euh, très, très émouvante. On se dit, ah là là, quel gâchis. Les personnes vraiment gâchis. C'est euh, dommage. Vous savez, ça me rappelle un peu mon père qui n'est plus, qui est défunt. Quand l'Afrique était dans les indépendances, il fait partie des premiers magistrats de son pays, hein. Ils étaient tous une bande. Je me souviens, j'étais gamine, il me nommait les noms de ses collègues qui, euh, qui étaient allés donc apprendre le droit en France. Et quand ils sont rentrés dans leur pays, jusqu'à sa mort, à sa retraite, il est décédé en 2018. Il disait souvent, c'est dommage que son pays ne l'ait pas utilisé comme il fallait. Parce qu'il a été, voilà, c'est ça. qu'il a été. Malheureusement, en lisant votre lettre et en regardant votre parcours, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est émouvant en disant c'est dommage qu'un pays n'utilise pas ses cerveaux. C'est Oui, dommage, non, absolument. Oui. vraiment dommage. Alors, après tant d'années d'instabilité, hein, le Mali, on sait que le Mali, ça fait un moment, coup d'État, transition. Pensez-vous que le Mali puisse un jour retrouver sa stabilité, une gouvernance stable, hein, et démocratique? Si oui, quels seraient, à votre avis, les leviers essentiels pour y parvenir? Moi, je pose la question, en fait, pour que vous essayez d'édifier un petit peu les personnes qui nous regardent, mais dans votre livre, effectivement, c'est tellement clair. Parce que vous dites bien, de par votre expérience, vous avez développé plusieurs réflexions, hein, des mesures préemptives. Vous dites apprendre pour se protéger contre la déstabilisation, la corruption, voilà. Donc, je vous laisse un petit peu dire aux personnes qui nous regardent s'il faut que le Mali retrouve une gouvernance stable un jour, quels seraient les leviers essentiels à apporter dans ce pays? Et moi, je dis dans ce pays, on parle du Mali, mais je crois que ça concerne la majorité des pays africains. Oui, merci pour cette question très, très délicate. Je parlerai pour le compte du Mali. Je ne connais pas très bien l'expérience des autres pays. Et je suis très optimiste que nous allons sortir de cette période assez trouble. Euh, je pense que nous allons probablement avoir des élections qui permettront à la fin de la transition d'avoir un président élu au suffrage universel. Et si c'est le cas, effectivement, pour que le Mali retrouve sa, sa, sa grandeur, son, La, son sta- exemple, la stabilité, la grandeur. l'exemple qu'il a inspiré dans les années 2000 sous la présidence du président Alpha Omar Konaré, c'était quand même le Mali avait rejoint la communauté de démocratie qui est constituée par
les grands pays démocratiques de cette planète-là. C'était vraiment un des rares pays africains à avoir fait ça, grâce à la clairvoyance du président d'alors. Alors, mais nous avons, pour pérenniser, la stabilité et le bon fonctionnement des institutions, je pense qu'il est important de revoir quelques tares institutionnelles avec lesquelles notre démocratie à nous est née. C'est d'abord la répartition des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et autres. Et nous avons adopté une constitution en juillet 2023 qui maintient le même principe. Je pense qu'il y a plus d'équilibre de pouvoir et surtout moins de pouvoir pour l'exécutif et plus de pouvoir pour le législatif et le judiciaire et de bien. Ça, c'est la première tare. La deuxième tare à corriger, c'est la tare du processus électoral qui fait que le système majoritaire à deux tours favorise les grands partis et le financement à ceux qui sont vainqueurs contribue à consolider davantage les plus grands. Et ça, c'est une mauvaise pratique parce que ça ne permet pas à de nouveaux hommes politiques de sortir et de se faire connaître sur la scène politique. Et la troisième tare, c'est la tare qui consiste à procéder à accaparer les biens économiques du pays au profit d'une petite élite qui est en même temps l'élite politique du pays. Donc, le système a été construit comme cela. Je pense qu'il faut corriger ça. Ça, c'est la première réflexion que je vais mener. La deuxième réflexion, c'est la réforme de nos forces armées de sécurité. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus de professionnalisme. Mais j'avais dit qu'il faut des forces armées issues d'un système comment on appelle, du service militaire obligatoire, de la conscription, exactement, le mot, c'est ça. Le service militaire obligatoire qui rend aux citoyens le devoir de défendre la nation, pas à une oligarchie. La troisième chose à laquelle il faudrait toucher, c'est les principes de notre politique extérieure. Les principes sous Modibo Keïta étaient des principes nobles qui ont donné le grand jour à la diplomatie malienne. Je pense qu'il faut revoir ces principes en les adaptant aux réalités nouvelles. Quels sont les problèmes de migration, les grandes endémies, et les problèmes de changement climatique, mais en maintenant les principes de base qui ont toujours guidé notre politique extérieure. J'ai également proposé de lutter contre la corruption, si on veut vraiment réussir. Et pour lutter contre la corruption, il faut faire un usage absolu et ultime des outils, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et surtout de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de faire en sorte que les intermédiaires entre le bénéficiaire des services publics et le prestataire de services soient le plus raccourci possible, qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre celui qui reçoit les services, parce que chaque fois qu'il y a un intermédiaire, il y a des chances de corruption. Donc, l'utilisation des outils de modernisation. Ensuite, je parle de la modernisation de l'administration. Il y a des pratiques qui sont révolutionnaires dans certains pays qu'il faut dupliquer, simplement pour permettre à notre administration d'être plus performante, plus efficiente, mais moins gourmande en ressources. Et il faut former, évidemment, les capitales humains, les ressources humaines. Si on n'investit pas dans ça, avec presque 70 à 80% d'analphabètes dans un pays, c'est très difficile de faire progresser ce pays. Et puis, une autre chose à faire, c'est la recherche et le développement. Il a démontré aujourd'hui qu'une économie devient prospère quand elle est soutenue par un savoir et un savoir-faire. Les matières premières à elles seules ne suffisent plus à assurer le développement d'un pays. Et d'ailleurs, quand on voit la composition de la richesse créée, on se rend compte que les matières premières représentent moins de 10% de la valeur du produit fini qui est mis sur le marché. Donc, vous prenez par exemple un téléphone intelligent qui coûte entre 800 et 1200 dollars et vous voyez les matières qui sont intégrées là-dedans. Mais ce qui est intégré là-dedans, moins valeureux que le savoir-faire qui a permis d'assembler tous ces éléments-là ensemble. Donc, c'est pour ça que je pense que la recherche et le développement, c'est important pour transformer nos produits, leur donner plus de valeur et surtout nous faire entrer dans la chaîne de valeur, nous rendre indispensables dans le processus de fabrication et de réalisation des produits finis de valeur qu'on met sur le marché. Donc, pour ce qui concerne le Mali, il y a le problème de l'intégration de l'identité nationale. Nous avons une mosaïque culturelle et au Mali, il faut savoir travailler de manière à ce que
une harmonisation ait lieu. En disant cela, je pense en particulier aux régions nord du pays et aux régions sud du pays, faire en sorte que les populations se sentent intégrées les unes dans les autres et qu'aucune culture n'est mise à l'écart ou n'est dominante par rapport aux autres. Je pense que si on fait ça et qu'on a des bons hommes, parce que vous avez beau avoir les meilleurs principes, si vous n'avez pas de bons hommes pour appliquer les principes de gouvernance, ça ne sert à rien, on va retomber dans les mêmes excès, les mêmes abus. Donc, je souhaite que, à l'issue de la transition qui est en cours, on élise les meilleurs hommes ou les meilleures femmes pour diriger ce pays-là. Il mérite mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Ah oui. Et surtout, avec tout ce que vous donnez comme solution, comme proposition, ça vaut vraiment le coup de lire le livre. Alors, j'ai une autre dernière question, Monsieur Diarra. Vous savez, on dit comme on parlait de l'ONU, hein, mais vous expliquez, il y a plusieurs instances de l'ONU, donc les gens ont tendance à dire, oh, mais l'ONU ne sert à rien. Non, Monsieur Diarra nous fait bien comprendre qu'il y a plusieurs organes dans l'ONU. Certaines sont efficaces, c'est vrai, mais d'autres non. Notamment, on dit souvent, que font et justement les résolutions onusiennes par rapport à l'afflux? Vous savez, l'afflux de la jeunesse africaine, on sait ce qui se passe, beaucoup qui meurent dans l'Atlantique. Tout ça, que fait l'ONU pour stopper tout ça? Vous qui avez été effectivement dans la boîte et qui avez effectivement un œil aguerri, une expérience, quel message voulez-vous lancer à la jeunesse africaine? Moi, je pense que la jeunesse africaine devrait recevoir un message euh, positif et d'espoir. Vous avez vu mon parcours. Je suis allé du sable du désert à l'âge de 5 ans à la fonction de secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est pas parce que je suis plus intelligent que d'autres, c'est pas parce que je suis plus courageux que d'autres, c'est circonstance. Et les opportunités se sont offertes à moi. Et ce qu'il y a à dire, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais laisser aux autres le soin de décider de votre corps. Et ne jamais se dire, je suis d'origine modeste, je ne peux pas réaliser ça, ça c'est le fils riche. Dans la vie, l'opportunité frappe à votre porte au moins une fois. Et quand elle frappe, faites en sorte de ne pas la rater. Soyez toujours préparé pour la saisir. Donc, la jeunesse africaine, c'est l'espoir de demain. Nous sommes le continent qui fait le plus, qui a le plus, un taux de naissance le plus élevé, un taux de jeunesse parmi les plus élevés. Vous prenez au Mali ici, plus de 60% des jeunes ont moins de 30 ans. Donc, le futur leur appartient, mais à condition qu'ils se dotent de savoir, de curiosité et surtout de la patience qu'il faut pour pouvoir se réaliser et contribuer à la nation. Nous avons certainement des mauvais dirigeants dans le pays, nous avons des bons dirigeants, mais cela ne doit pas nous empêcher de réaliser notre développement personnel et notre épanouissement au niveau de nous-mêmes, de nos familles et de notre cercle immédiat. Donc, en adoptant une approche de cercle concentrique, la jeunesse finit par avoir le poids. Mais les gouvernants doivent avoir des politiques qui favorisent le développement personnel de la jeunesse. Les investissements dans l'éducation, les investissements dans les infrastructures et l'encouragement de petites entreprises, de start-up qui permettent à la jeunesse de s'épanouir. Je pense que si la jeunesse a ces opportunités, elle pourra faire la différence. Mais elle n'est pas moins intelligente que la jeunesse du pays développé. Il faut simplement travailler dur pour être à ce niveau-là. Donc, je l'encourage à ne pas baisser les bras, à rester optimiste et à se donner des dirigeants qui méritent, si on a la chance d'aller aux yeux, à se donner des dirigeants qui méritent la confiance. Surtout en plus que c'est cette jeunesse qui sera Oui. les dirigeants de demain. Absolument. Le futur leur appartient, comme je l'ai dit. Absolument. Tout à fait. Monsieur Diarra, vraiment merci, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, donc, résilience. Il parle de cette jeunesse qui ne doit pas se décourager. Lui-même sort d'un milieu modeste. Il a parcouru le monde de par son travail. Tout ça, c'est tout simplement la résilience. Hein? La résilience, effectivement. C'est un beau message à passer. Voilà, mesdames et messieurs, les mémoires de Cheikh Sidi Diarra, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est un livre édifiant qui nous donne un aperçu du fonctionnement des Nations Unies. Chacun de nous, on se fait toujours une idée. On pense que le pouvoir est concentré aux mains de Jean Ki-moon, mais en fait, non. Il y a plusieurs organes.
il a expliqué, vous avez eu l'occasion d'entendre. Donc, lisez-le. C'est un livre édifiant. On est au courant de tout, captivant, belle histoire, beau parcours, vraiment un parcours exceptionnel, Monsieur Diarra. Ça, Merci beaucoup la jeunesse également. africaine devrait la lire, justement. Le titre le dit bien, Résilience. Vous êtes un Oui. rescapé déjà depuis l'enfance. Voilà, il faut lire l'histoire pour comprendre pourquoi je le dis. C'est déjà un rescapé depuis l'enfance. Et puis, après avoir parcouru le monde, rentre au Mali, c'est encore autre chose. C'est des challenges au quotidien. Absolument. Voilà, Maintenant, c'est la retraite bien méritée. vous êtes bien mérité. J'espère que vous vous reposez bien. Voilà, Oui, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Vous pourrez vous procurer ce livre un peu partout, hein, dans des librairies. C'est disponible à la FNAC en France ou pas? c'est disponible à la FNAC et c'est disponible sur les plateformes en ligne, la FNAC, Amazon, Cultura, et autres. Voilà. Donc, voilà. Il suffit de cliquer dessus, Résilience, Cheikh Sidi Diarra. Vous le trouvez. Ça vaut le coup de le lire, mesdames et messieurs. Voilà. Un grand merci à vous. On se dit à très bientôt. Monsieur Diarra, vraiment, c'était un honneur. Un honneur. Un honneur. Merci beaucoup. Plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, c'est avec grand intérêt que nous venons donc d'écouter Monsieur Cheikh Sidi Diarra. Ce livre est édifiant, passionnant. On découvre un personnage qui a un remarquable parcours, qui maîtrise les rouages de la diplomatie, parce que son expérience lui a permis de tirer des enseignements. C'est la raison pour laquelle, à la fin du livre, il propose de possibles mesures préemptives qui pourront sortir son pays de l'impasse dans lequel il se trouve. C'est vraiment à lire. On découvre un personnage qui a voyagé, qui a parcouru le monde, et aussi un bosseur, quelqu'un qui a travaillé avec acharnement. Ça, on le voit dans le récit. Hein, il passe par, il dit tout ce qu'il a fait, c'est super bien détaillé, et on ne peut qu'être en admiration devant quelqu'un comme ça, qui a vraiment bossé. Et puis, bon, moi, ça c'est mon avis à moi, c'est bien dommage parce que après sa mission à l'ONU, il est rentré dans son pays où il a glandé pendant plus de 10 ans, jusqu'au jour de sa retraite. Juste parce qu'il n'y avait pas de poste pour lui. Il était en attente de poste, il voulait être réintégré dans la fonction publique de son pays et aucun poste ne lui a été proposé. C'est vraiment dommage. Moi, je trouve que l'Afrique ne profite pas de ses cerveaux comme il faut. C'est dommage. Mais bon, vous voyez le titre de son livre, c'est Résilience. Donc, c'est vrai, il le dit. Il a eu des hauts et des bas dans sa vie, tout ça. Mais face à ces tribulations, il remercie tout ce qu'il a pu faire. Parce que, comme il le dit, c'est ce qui fait de lui la personne qu'il est. Voilà, le mot résilience, c'est ça. Et actuellement, il passe une retraite tranquille, entouré des siens, voilà, entouré de l'amour des siens. Et dans le livre, il fait un clin d'œil à toutes les personnes qu'il a côtoyées tout au long de sa vie. Ça parle de son enfance, des personnes qui l'ont aidé, tout ça, que ce soit dans la famille proche, les amis, au travail, milieu professionnel. Il fait un clin d'œil à toutes ces personnes et il est reconnaissant pour tout, pour le bien, pour les difficultés, voilà. Et donc, c'est vraiment à lire. Résilience de Monsieur Cheikh Sidi Diarra. Lisez-le. Vous ne serez pas déçus. Vous voulez nous encourager? Appuyez sur la touche. Abonnez-vous. On s'est dit à